Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. L'actualité sur Eden TV, le sommaire. Les chrétiens du monde entier célèbrent ce lundi 15 août la fête de l'Assomption, la montée de la Vierge Marie à Cotonou. Les fidèles catholiques se sont rendus massivement sur les paroisses pour marquer l'événement. Vous allez retrouver les images dans cette édition. Hors du Bénin, Boko Haram a diffusé dimanche une vidéo de jeunes filles présentées comme des lycéennes enlevées par le groupe djihadiste nigérian en avril 2014 à Chibok dans le nord-est du pays. La secte affirme que certaines d'entre elles sont encore vivantes. Et puis au Japon, le pays commémore ce lundi la fin de la guerre du Pacifique. L'événement a réuni autour de l'empereur du Japon, le Premier ministre Shinzo Abe et d'autres personnalités politiques. Le pays réaffirme son engagement à lutter pour la paix dans le monde. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci d'être au rendez-vous. Les détails dans un instant. Bienvenue à toutes et à tous. L'actualité sur Eden Télévision. Nous allons commencer cette édition en vous disant tout simplement qu'aujourd'hui, c'est la fête de l'Assomption, la montée de la Vierge Marie aux cieux. Les fidèles de plusieurs tendances se sont rendus massivement au culte ce matin pour marquer l'événement. Nous allons retrouver tout à l'heure le reportage de Fréjus Serroulan dans cette édition, mais en entendant, nous allons parler de l'orientation universitaire. Les nouveaux bacheliers réfléchissent, bien que nous sommes en période de vacances, réfléchissent déjà sur les choix, les filières, les formations a donc fait pour le compte de la rentrée universitaire prochaine. Maury Agua s'est intéressé à la question et voici son reportage. L'obtention du baccalauréat n'est en réalité que le début d'une nouvelle expérience qui forge le nouvel étudiant et qui conditionne ses études universitaires. Mais force est de constater qu'après l'obtention de ce premier diplôme universitaire, de nombreux étudiants se trouvent confrontés à des problèmes liés au choix de leur filière. L'orientation universitaire, c'est la capacité à mettre à la disposition de l'apprenant les moyens d'éviter au mieux les échecs universitaires. Après l'obtention du bac, on entend les candidats souvent dire « J'envisage beaucoup de choses, la médecine et tout le reste. Je prévois faire le génie en informatique et si possible, si mes parents ont les moyens de voyager. » Mais en réalité, suivant quels critères devrait-on alors opérer son choix pour la suite de ses études après l'obtention du baccalauréat? Pour le professeur Victor Tokpanou, le nouveau bachelier doit d'abord faire le bilan de ses capacités. Depuis la massification des effectifs universitaires, des effectifs étudiants, le problème ne se pose plus en termes de volonté, mais il se pose désormais en termes de capacité. Ce n'est plus ce que je veux faire qui importe, c'est ce que je suis capable de faire qui importe. L'orientation universitaire est basée sur l'évaluation des capacités intellectuelles. Elle-même est devenue actualité parce qu'on est passé de l'âge de la volonté à la capacité et la massification qui a accéléré le processus. Il est donc clair que le nouvel étudiant devra choisir sa filière en fonction des matières dans lesquelles il excelle. Vous ne pouvez pas chercher à aller dans une école de pilotage ou aller faire des statistiques si sur votre bulletin, votre relevé de notes, de façon évidente, vous n'avez pas travaillé en mathématiques, vous n'avez pas travaillé en physique, vous n'avez pas travaillé en chimie. De la même manière que vous ne pouvez pas faire des études de médecine si vous avez de très mauvaises notes en sciences naturelles, si vous avez de très mauvaises notes en mathématiques, de très mauvaises notes, et que vous avez de très bonnes notes dans les matières littéraires. L'université d'Abomey-Calavi, ne disposant pas d'un service d'orientation et d'information des étudiants, à qui incombe alors cette responsabilité d'orienter le nouveau bachelier? Cela relève du domaine public, parce que c'est un service public de l'État, c'est donc le ministère de l'Enseignement supérieur qui est chargé de le faire. Je pense qu'aujourd'hui, l'État a commencé par le faire. Le ministère de l'Enseignement supérieur organise pas des séminaires, mais des ateliers d'orientation. Mais j'ai cru aussi suivre récemment dans l'actualité qu'il y avait des privés qui le faisaient. Vu que les nombreux taux d'échec enregistrés dans les facultés de nos universités sont en partie dus à une mauvaise orientation des nouveaux bacheliers, il est alors temps
que l'État prenne à cœur la question liée à l'orientation des nouveaux étudiants dans nos universités du Bénin. Le gouvernement béninois est au repos de 10 jours à compter de ce vendredi 12 août. C'est une décision issue du dernier Conseil des ministres. Quelle lecture en font les citoyens béninois? Quelques-uns donnent ici leur avis au micro de Fréjus Servlan. Ça se fait déjà dans les grandes démocraties, ce n'est pas un problème. Puisque les ministres n'iront pas rester chez eux à la maison et dormir sur les lauriers. Donc la seule chose qui est faite, qui a été décidée, c'est que ces ministres prennent en charge certains dossiers et puis qu'ils puissent vider ces dossiers, que de laisser ces dossiers dans les tiroirs au service et de courir derrière certains dossiers qui ne peuvent même pas libérer en temps réel. Lorsqu'on se réfère au fait qu'ils disent qu'il y avait énormément de boulot, qu'il y avait beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à arranger. Je sais et j'ai été témoin que parfois les gens sont au ministère même les dimanches. Donc je pense qu'il y a beaucoup de... que c'est une bonne chose de prendre une pause de 10 jours et j'espère qu'ils vont revenir encore plus déterminés qu'avant. J'apprécie l'honnêteté de ce gouvernement au lieu de faire comme les autres qui pouvaient prendre tout le temps, rester sur le terrain en train de faire les marches de soutien et autres que de rester au service, à décider de montrer directement leur honnêteté. La pause qu'ils sont en train de dire qu'ils ont fait 4 mois de travail et prendre une pause de 2 semaines là, je vois que vraiment ça ne nous arrange pas. C'est un faux problème qu'ils sont en train de poser. Donc au lieu d'aller aux besoins, en 4 mois, qu'est-ce qu'ils nous ont produit? Rien de concret. Ces pauses, je pense que c'est normal. Après 4 mois de travail assidu sur certains dossiers à chaud, de se reposer un peu pour revenir avec la force qu'il faut afin de penser vraiment au développement de notre pays. Là, je dirais que moi, je suis un peu confus dans ça. La manière dont ils ont démarré, je croyais qu'ils allaient travailler jusqu'à arriver à un dénouement avant de se reposer. Donc c'est pour cela que moi, je n'apprécie pas. Je n'ai pas bien compris, se reposer ou bien réfléchir. Parce que si on va parler de se reposer, ça c'est autre chose. Mais travailler, se reposer, je ne sais pas si 4 mois de travail c'est déjà suffisant pour qu'on puisse se reposer. Ou si c'est pour travailler, réfléchir à ce qu'on doit faire, comment penser pour notre pays, je ne sais pas. Maintenant, si j'apprends aujourd'hui qu'on veut se reposer pour mieux réfléchir, ça veut dire que ce qu'on était en train déjà de faire, ça ne donnait rien ou ça dit, je suis perdu quoi. Je partage l'avis du gouvernement par rapport à la pause gouvernementale. Mais en quelque sorte, il ne s'agit pas d'une pause parce que les ministères ne sont pas fermés. D'après ma compréhension en lisant le résumé du Conseil des ministres passé, il s'agit de préparer le plan sectoriel de chaque ministère. Donc les ministres ne sont pas en quelque sorte au repos. Il ne s'agit pas de laisser l'administration quitter le pays pour autre chose. Donc c'est une pause pour repartir sur de bons pieds afin de gérer autrement, comme le veut le peuple. Il ne sera pas question pour les membres du gouvernement de se distraire, mais ils seront encore mis au travail. Donc en quelque sorte, après 4 mois de travail, je ne trouve pas quelque chose de mal à ce que ces membres s'octroient une pause gouvernementale. On parle maintenant santé. Plusieurs malades ou non du diabète ont suivi jeudi et vendredi une formation qui porte sur la place de la nutrition dans la lutte contre le diabète. C'est une initiative du diététicien gastronome Serge Patrick Zivoido. Voici le reportage. Je mange mieux pour soigner mon diabète. C'est le thème de la formation en santé qui a réuni nutritionnistes, diététiciens, conseillers sportifs, diabétiques et autres personnes curieuses. L'objectif est d'amener le public à traiter ou à prévenir le diabète à base d'une simple et bonne alimentation. Ainsi, dans sa communication axée sur les aliments naturels à consommer pour prévenir le diabète, le diététicien gastronome Patrice Zivoido a parlé du diabète, ses causes et conséquences et surtout les comportements alimentaires à adopter pour y faire face. En présentation, s'articule sur 3 points. Le premier point, c'est de faire comprendre aux gens les aliments qui causent le diabète. Les aliments qui causent le diabète, par exemple, nous avons une cossette d'igname qu'on appelle téliba et le manioc qu'on appelle agbeli. Voilà des aliments et surtout la pâte de maïs qu'on consomme les soirs. Le deuxième point nous parle des aliments qu'il faut consommer pour prévenir et soigner le diabète. Alors pour prévenir le diabète, il faut partir d'abord
du citron, du pamplemousse, des aliments de ce genre qu'on doit avoir. Et un petit déjeuner riche en fruits et non en bouillie. Et le troisième point nous parle des formes de cuisson. Les formes de cuisson qu'il faut adapter aux aliments pour ne pas s'exposer. Pour l'expert en nutrition, une mauvaise alimentation, surtout à base de sucre, ajoutée à une monotonie culinaire, peut conduire facilement à cette maladie qui fait beaucoup de ravages dans notre pays. D'où son rôle d'informer et de conseiller pour un changement de comportement. En 2020, on aura un faible taux en diabète. C'est ça mon objectif. Donc on se bat pour informer la population sur le comportement alimentaire à tenir, les types d'aliments qu'il faut prendre, en collaboration avec le médicament prescrit par le diabétologue, pour avoir un bon résultat. Il faut combattre énergiquement cette situation parce qu'il y a beaucoup de malades, de diabétiques au pays à cause de mauvaise alimentation. Ce n'est pas bien. Par exemple, sur 40 présentés pour faire le dépistage, il y a 14 qui ont constaté qu'ils ont le diabète alors qu'ils ne le savaient pas. Donc nous sommes là, nous vivons tant que nous pouvons avec nos régimes alimentaires qui font que le sucre monte, le taux de sucre monte dans notre sang sans qu'on ne le sache. Mais avec son initiative, ça permet à chacun de nous détecter, de savoir qui nous sommes effectivement sur le plan santé. Au cours de cette formation, le rôle du sport dans la lutte contre le diabète a été également évoqué. Celui qui a le diabète, déjà, il faut déjà corriger une chose, parce que celui-là, quand on lui dit qu'il a le diabète, il pense déjà aux médicaments. Il oublie, ne sait même pas que le sport est indispensable pour un diabétique. Des dépistages de diabète ont été également faits au cours de cette formation qui sera organisée les jours à venir dans les autres départements. Je l'annonçais dans les titres, aujourd'hui 15 août, les chrétiens du monde célèbrent la fête de l'Assomption. Les catholiques de la paroisse Saint-Louis de Gbedegbe ont été au rendez-vous en commémorant la montée de la Vierge Marie, Mère de Jésus au ciel. Fréjus Seulan et puis Fréjus Fiossi pour le reportage. La Sainte Vierge Marie, Mère du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, comme tous les 15 août, a reçu les honneurs des fidèles chrétiens. Les croyants célèbrent son Assomption qui représente pour eux sa montée corps et âme au ciel dans la gloire de Dieu au terme de sa vie. Ils étaient donc nombreux à venir célébrer cette vérité de la foi chrétienne à travers une cérémonie eucharistique présidée par le Père Hervé Goubemont sur la paroisse Saint-Louis de Gbedegbe. Quant à l'abbé Fulbert Joël Mitokpe, il a dans son homélie donné le sens de l'Assomption. Après avoir vécu sur cette terre, après l'ascension du Christ, quand Marie a fini de vivre ici, le Seigneur n'a pas permis que le corps qui a porté son Fils, le corps qui a porté le Fils de Dieu, ce corps aille sous terre et aille pourrir. Non, le Seigneur a envoyé ses anges chercher Marie, corps et âme. Et c'est ce que l'Église nous enseigne depuis le 1er siècle déjà, depuis les années 100 et 200, au temps des pères de l'Église déjà, l'Église nous enseigne cela. L'Église y croit et nous y croyons aussi. Pour l'abbé, en tant que chrétien, il convient de tirer des leçons de l'Assomption. Accueillir Marie dans notre vie, chercher à imiter la foi qu'elle a eue en Dieu, qui a fait qu'elle a porté le Christ et qu'elle nous l'a donné, et imiter sa combativité parce que de tous les temps, Marie a toujours combattu l'ennemi. Marie a toujours combattu le diable. L'arme qui permet de résister aux démons, c'est l'humilité dans la prière. Quand vous avez l'humilité dans la prière comme Marie, vous allez vaincre le mal. Les fidèles, eux, considèrent la Vierge Marie comme étant leur mère et un modèle à imiter. Aujourd'hui, c'est le 15 août, la montée de la Vierge Marie. C'est ça que ça représente pour nous, les enfants chéris de Maman Chérie. Maman Chérie en question, c'est notre mère. À cause de ça, on l'appelle Maman Chérie. Nous sommes ses enfants chéris. La Vierge Marie, d'abord, elle est une mère sans tâche. Donc, bon, elle a bien géré sa vie, quoi. Donc, moi, j'aimerais prendre son exemple et puis bien gérer ma vie aussi, quoi. Elle est la mère de Jésus. Jésus est notre Père. C'est comme ça. Je ne peux
pas en tant que tel expliquer, mais elle est ma mère. À l'issue de cette messe, les chrétiens ont été conviés à garder la foi et à vivre dans la prière. Info hors du Bénin, Nigeria, Boko Haram a diffusé dimanche une vidéo de jeunes filles présentées comme des lycéennes enlevées par le groupe djihadiste nigérien en avril 2014 à Chibok dans le nord-est du pays, affirmant que certaines d'entre elles étaient encore vivantes et que d'autres avaient été tuées dans des raids aériens. Ils devraient savoir que leurs enfants se trouvent encore entre nos mains, a déclaré un homme au visage masqué par un turban sur une vidéo postée sur YouTube. On y voit notamment des jeunes filles portant des voiles assises par terre et d'autres debout à l'arrière-plan. Une quarantaine de ces filles ont été mariées conformément à la volonté d'Allah, ajoute cet homme sur la vidéo. D'autres ont été tuées dans des bombardements aériens, poursuit-il. L'insurrection sanglante du Boko Haram a fait plus de 20 000 morts au Nigeria depuis 2009. Toujours sur le continent, au Gabon, après des semaines d'insultes et de batailles judiciaires entre l'opposition et le pouvoir, la campagne électorale pour l'élection présidentielle dans le pays a commencé samedi avec plusieurs rassemblements à Libreville, dont ceux du président sortant Ali Ben Bongo et de ses principaux rivaux. Mais bien avant ce meeting, le président sortant, dans un entretien, a déclaré ceci: « Mes adversaires ont peur de moi car ils n'ont aucune chance de gagner. La campagne officielle va durer 15 jours avant le vote du premier tour du 27 août prochain. » Deux de ses principaux rivaux, Jean Ping et Guy Nzumba Ndama, doivent aussi rassembler leurs troupes. Suivons un extrait de la déclaration du président sortant, Ali Bongo. Aujourd'hui, qui sont en face de moi comme concurrents, ça ne les arrange plus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont peur de m'affronter au scrutin du 27 août prochain. Je n'ai pas de bien en France. Donc cette procédure ne me touche pas. Et je l'ai déjà dit depuis des années, et ça ne me concerne pas, et ça ne me touche pas. Donc je suis parfaitement serein et à l'aise. Le plus important pour moi, c'est d'avoir réussi à mettre en route la diversification de notre économie. Et donc nous sommes passés d'un taux de croissance qui était à peine de 1% à plus de 5%. Et nous avons pu faire chuter la part du pétrole dans le PIB, qui est passée de plus de 40% à un peu plus de 20%. L'actualité est toujours sur le continent. Une Sud-Africaine reconnue coupable d'enlèvement d'un nouveau-né qu'elle a élevé comme sa fille a été condamnée ce lundi à 10 ans de prison par un tribunal du Cap selon les médias sud-africains. Le juge Sean Hoffer a souligné la gravité du crime de cette femme condamnée pour avoir volé un bébé en mars 1997 dans un berceau d'une maternité du Cap, tout en pointant certaines circonstances atténuantes comme son casier judiciaire vierge. Cette femme, dont le nom n'est pas révélé pour protéger sa victime, avait enlevé un bébé de 3 jours prénommé Zéphanie dans une maternité, j'allais dire, du Cap. Elle avait ensuite élevé exactement comme sa fille. L'affaire a éclaté début 2015 lorsque les lycéens ont remarqué une troublante ressemblance entre Zéphanie, qui entrait alors en classe de terminale, et Cassidy Nurse, une nouvelle élève de son établissement du Cap. Plus jeune qu'elle, les parents de Cassidy ont contacté la police et les tests d'ADN ont révélé que la jeune fille était effectivement leur enfant. En mars, la justice a reconnu l'accusé, aujourd'hui âgé de 52 ans, coupable d'enlèvement et puis l'a mis, j'allais dire, en détention provisoire. Voici quelques réactions du père biologique de la fille retrouvée. Cela fait 1 an et demi maintenant. La blessure est en train de se guérir. On n'y pense plus. Cela m'a épuisé, ça m'a rendu malade. J'ai passé des nuits sans dormir et je n'arrivais même plus à manger. Donc le seul moyen d'avancer est de construire ma relation avec ma fille. Les forces du gouvernement d'Union nationale GNA ont gagné du terrain dimanche à Sirte face aux djihadistes du groupe État islamique retranchés dans les derniers quartiers qu'ils contrôlent en bord de mer, ville natale de l'ex-dictateur libyen Mouammar Kadhafi. Sirte était tombé aux mains de l'État islamique en juin 2015, la communauté internationale s'inquiétant de voir une base de l'organisation extrémiste à quelques 300 km des côtes européennes. Les forces du GNA basées à Tripoli ont lancé le 12 mai une offensive pour reprendre ce principal fief de l'État islamique situé dans le centre-nord de la Libye. On écoute maintenant quelques déclarations. C'est grâce à Dieu que nos combattants ont gagné du terrain dans le district numéro 2. Ils sont enthousiastes et ils affrontent les tireurs embusqués. Les mines constituent un problème pour nous, mais le bataillon de génie effectue des opérations de déminage.
Les habitants de certaines localités de Lesotho font face à une grave sécheresse. Le rendement des récoltes baisse chaque année. Les paysans n'ont pas assez à l'eau malgré l'immense barrage de Kitts dont la majorité des réserves est exportée vers l'Afrique du Sud. Reportage. Toute la récolte annuelle de Morla Kohana Modissé est à ses pieds. 2 sacs de maïs au lieu d'une douzaine d'ordinaire. Ce veuf de 65 ans ne sait pas comment il va tenir un an avec sa famille. En cause, la sévère sécheresse qui s'est abattue sur le pays. Pourtant, le Lesotho ne manque pas d'eau, mais l'essentiel des réserves est exporté vers l'Afrique du Sud. C'est très énervant toute cette eau, parce que ça pourrait nous servir. On pourrait irriguer les cultures quand il y a la sécheresse. Mais ce n'est pas le cas. Le deuxième plus grand barrage du continent a été construit dans les années 90 pour alimenter en eau Johannesburg et Pretoria. Le petit royaume enclavé du Lesotho est ainsi surnommé le château d'eau de l'Afrique du Sud. Et même à son niveau bas actuel, le barrage remplit ses promesses. Nous atteignons quand même nos objectifs, aussi bien en termes de génération d'électricité que d'exportation de l'eau. Beaucoup de terres arables ont été submergées. Seule consolation pour certains paysans, le bétail peut boire dans le lac artificiel. Mais beaucoup d'animaux ne survivront pas à la sécheresse. Cette sécheresse est vraiment terrible, surtout pour les femelles enceintes. Il n'y a pas assez d'herbe et pas d'eau. À Separeng, comme dans de nombreux villages, les rares robinets sont à sec. Les habitants sont contraints de s'approvisionner en eau à l'unique pompe qui fonctionne encore, faiblement, en haut de la montagne. Ils doivent marcher des heures pour accomplir les moindres tâches de la vie quotidienne, y compris pour se rendre à la clinique, où le Plan alimentaire mondial distribue des rations tous les mois pour aider les populations les plus vulnérables. Nous dépendons de ces dons pour notre survie parce que nous n'avons rien. À cause de la sécheresse, nous n'avons rien et nous n'avons pas de champs. D'après les Nations Unies, d'ici la prochaine récolte en 2017, 40 millions de personnes risquent de manquer de nourriture en Afrique australe. Le Lesotho a déclaré l'état de catastrophe naturelle. Et la faim se fait déjà sentir, tandis que la principale richesse du pays s'écoule hors de ses frontières. En interactualité, le Japon commémore ce lundi la fin de la guerre du Pacifique lorsque le 15 août 1945, l'empereur Hirohito a annoncé la capitulation sans condition obtenue quelques jours après les bombardements atomiques de Hiroshima et de Nagasaki. Comme chaque année, près de 70 parlementaires se sont rendus en personne lundi au sanctuaire patriotique Yasukuni de Tokyo en mémoire des victimes du conflit, geste qui risque une fois de plus de susciter l'ire de la Chine et de la Corée du Sud. Sont honorés dans ce lieu de culte shintoïde quelques 2,5 millions de morts pour le pays. Voici les déclarations de l'empereur du Japon et du Premier ministre Shinzo Abe. Regardons ici notre propre passé et éprouvons de profonds remords. Je souhaite sincèrement que les ravages de la guerre ne se répètent jamais. En aucun cas répéter les ravages de la guerre. C'est avec une grande détermination que nous allons à l'avenir aussi honorer ce vœu en faisant modestement face à l'histoire et en contribuant à la prospérité et à la paix dans le monde. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Bonne fête de l'Assomption à tous les chrétiens, mais également bonne fête à tous les fils et filles de Savalou qui célèbrent aujourd'hui 15 août la fête de l'IAM, une fête à caractère non seulement national, mais également international parce que cette fête accueille des mondes venus de plusieurs localités, de plusieurs pays africains comme d'autres continents. Nous espérons avoir les images de la célébration de l'IAM à Savalou dans nos éditions prochaines. Au revoir.